On s'intéresse à un livre disponible depuis quelques semaines aux éditions Alary. Nous avons besoin d'un ailleurs qui n'existe pas. L'auteur Lucie Azéma est avec nous pour en parler. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer par le sous-titre, Réenchanter le voyage. Comment on fait pour réenchanter ? C'est un vaste programme, c'est certain, mais c'est cette idée de continuer en fait à poursuivre des lieux qui nous font rêver. Aussi parce que le voyage, c'est ça, l'impulsion à voyager, c'est aussi d'aller vers quelque chose qui nous bouleverse, c'est une expérience de l'altérité. Et réenchanter le voyage a une longue histoire liée aussi à la colonisation. Il y a une sombre histoire du voyage et de penser le voyage de façon plus progressiste et plus dans le rêve, qui était le premier sentiment des premiers voyageurs depuis le Moyen-Âge et même avant. Dans ce livre, vous faites le lien entre le voyage et l'utopie. Vous parcourez les époques et tentez de comprendre pourquoi ce désir de découvrir le monde, l'ailleurs. Est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Non, et j'espère que je la trouverai jamais, puisque si c'est cette idée de toujours poursuivre une alternative. Mon titre fait directement référence en fait à l'étymologie du mot utopie, qui est un mot qui a été créé au XVIe siècle par l'auteur Thomas More. Donc c'est le U privatif avec topos, le lieu. Donc l'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas, c'est nulle part. Et ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais l'utopie, c'est une alternative, une autre possibilité, et aussi de penser que tous les lieux dans lesquels on évolue, toutes les sociétés, sont le fruit d'une histoire politique, économique, idéologique, et que d'autres alternatives sont possibles, d'autres rêves, et surtout dans un moment où tout semble un peu piégé, très sombre, où l'avenir est de plus en plus refermé, que les frontières sont de plus en plus fermées, de penser plus grand, d'autres l'ont fait avant nous, ça permet de redonner un espoir et ça aide à vivre, c'est l'idée aussi de ce titre. D'où vient selon vous ce besoin de s'évader à travers les époques et par quoi il est influencé ? Par définition, l'être humain n'est pas une plante. Il a depuis même notre espèce, pour aller beaucoup plus loin, l'Homo sapiens est une espèce qui a évolué dans le mouvement. Il est parti du berceau africain et ensuite sur toute la planète. Et donc c'est ancré en nous. Et je pense que c'est un désir immense que l'être humain a, c'est un désir vital, existentiel, de faire exploser l'espace quand le temps est tellement fini que notre condition humaine. Et pour ça, le voyage permet. Alors bien sûr, il y a des remises en question du voyage aujourd'hui par rapport à la crise écologique. Et il va falloir absolument trouver un moyen de voyager autrement, peut-être différemment, parce que ce besoin, il existera toujours, c'est une certitude. Et comment ce besoin, justement, il a évolué à travers les époques ? Vous êtes parti de l'Homo sapiens, aujourd'hui c'est totalement différent. Oui, bien sûr. Dans le livre, j'essaye de reprendre un peu chronologiquement. Donc, il y a eu toutes les villes rêvées, imaginaires. On pense les plus connus, c'est l'Eldorado, la Cité de Z, l'Atlantide. Et ensuite, on se rend compte que par exemple, des périodes comme les années 60, 70, qui étaient des périodes de forte utopie, où les droits étaient acquis aux États-Unis et en Europe beaucoup plus de façon en dégringolade, en fait. C'est assez vertigineux quand on regarde ici. C'est aussi un moment où il y a eu des vagues de voyage pour trouver un ailleurs. Alors, des fois, c'était aux prises de fantasmes. Je parle beaucoup des hippies dans mon livre, qui sont partis donc sur la route des hippies. C'était en gros de la Turquie jusqu'à... Hippie Trail notamment. Hippie Trail, voilà, de la Turquie jusqu'au Népal. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses à remettre en cause sur cette époque aussi, ce que je fais dans le livre. Mais disons que c'est une jeunesse qui a cherché et qui voulait faire différemment de ses parents, qui avait évolué dans une époque dominée par la guerre, par la ségrégation, aux États-Unis. Donc c'est une jeunesse qui rêvait d'autres choses. Et c'est ça qui me fascine tellement. Et ces hippies représentent quelque chose, ils symbolisent quelque chose de particulier dans cette envie de s'évader, ce besoin de s'évader, c'est cette liberté finalement ? Oui, tout à fait. Ils cristallisent un moment. Ensuite, ils ont forcément un peu disparu. L'imaginaire collectif est même plutôt hostile à cette époque. Mais ils cristallisent, ils représentent aussi le fait de ne pas se laisser abattre par la réalité telle qu'elle est présentée et dans un peu des certitudes écrasantes. Et c'est toujours un peu ce qu'on reproche à la jeunesse ou au mouvement progressiste, c'est de ne pas être dans la réalité. Alors que la réalité, il y a différentes réalités déjà selon où on est et de son genre, de tout ça. Et les hippies ont représenté ça. Ça représentait une minorité, mais ils s'inscrivaient dans une quête plus globale que j'essaye un peu de retracer avec ce livre. Oui. Ce livre, c'est aussi certaines remises en question. Le voyage, expérience très souvent racontée par les hommes.
Oui, bah c'était aussi l'objet de mon tout premier livre, Les femmes aussi sont du voyage. La littérature de voyage est une littérature extrêmement masculine, blanche, qui a été dominée pendant longtemps par ce regard sur le monde, qui est un regard en fait très, très subjectif, hein, alors qu'on nous le présente comme très objectif. Et les femmes ont été longtemps empêchées de voyager. Et donc je parle un peu moins de ça dans mon troisième livre, mais évidemment c'est toujours des... J'en parle un peu parce que c'est des questions qui m'agite. Mais oui, évidemment, longtemps, ça a été très restreint aussi. Vous plaidez l'erreur de retranscription de certains récits, notamment de Marco Polo, qui confond une licorne avec un rhinocéros. Il y en a d'autres comme ça? Oui, il y en a beaucoup. Alors Marco Polo, il y a des historiens qui se sont penchés sur la question et on sait aujourd'hui qu'il a menti sur d'autres choses. Bon, l'histoire de la licorne, on s'est juste trompé. Enfin, voilà, on lui laisse le bénéfice du doute. Mais il y a eu, évidemment, les voyageurs ont raconté beaucoup de mensonges et parfois de façon volontaire. Mais ça contribuait aussi à façonner des cartes, à façonner des ailleurs qui donnaient envie aux autres d'aller voir ce qui se passait. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas des monstres à 3 têtes en Chine, mais à une époque, il faut se représenter le monde, c'est qu'on n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait y avoir beaucoup plus loin, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Les Chinois ou les Persans ou nous regarder aussi s'imaginer sûrement des choses atroces sur nos territoires à nous, mais ouais, ou merveilleuses au contraire. Ouais. Il nous reste quelques secondes. Comment vous voyez le voyage en tant que voyageuse évoluer dans les prochaines années? C'est vrai que dans la conclusion de ce livre, vous parlez notamment du changement climatique, la violence de la société. Comment vous voyez évoluer le voyage avec un V majuscule? Ça sera forcément un voyage plus long, dans le sens un temps plus long. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup est qu'on avance vers une fermeture des frontières de plus en plus généralisée, et donc les pays vont vraiment se refermer les uns les uns séparés des autres, justement. Donc il y a des choses à faire. Ça se passe justement au niveau politique. C'est ça aussi qui m'intéresse tellement dans le voyage et que j'écris là-dessus, c'est que le voyage, c'est pas seulement une vie à côté, c'est que ça dit tellement de choses de nos sociétés, de notre façon de voir le monde et de notre façon de voir l'autre avec un grand A aussi. Ouais. Merci Lucie Azéma d'avoir répondu à la question. Vous êtes auteure du livre Nous avons besoin d'un ailleurs qui n'existe pas, disponible aux éditions Alary. Merci beaucoup. Merci.